c'est assez révolutionnaire. Un président américain qui a des propos que pourrait tenir un tiers-mondiste, un multipolariste, un Poutine ou un Xi Jinping. Chacun son modèle de développement économico-moral, idéologique et politique. C'est totalement multipolariste. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Le discours de Donald Trump, président des États-Unis, le 13 mai 2025 à Riyad, était historique. Il était extrêmement intéressant, historique, révolutionnaire, qui rompt avec toutes les administrations américaines depuis au moins Donald Reagan, au moins. Carter avait quelque chose d'assez spécial et n'était pas trop interventionniste. Mais depuis au moins Ronald Reagan, on a eu une politique étrangère américaine qui a tout de même promu l'interventionnisme, le prosélytisme des valeurs, l'extension d'un modèle américain, la défense d'une vision américano-centrée des institutions, de la démocratie, du libéralisme. Et là, Donald Trump, même s'il vante à fond les États-Unis, parce que l'un n'empêche pas l'autre, on peut être multipolariste et très nationaliste. Donc il a vanté la nation américaine, il a vanté d'ailleurs ses propres mérites depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Tout va beaucoup mieux, il a eu un propos très intéressant, mais assez basique et très électoraliste et égocentrique sur le début. Tout ce que nous avons fait depuis 2 mois est génial. Là, il a fait de la politique intérieure. Par contre, quand il a commencé à faire de la politique extérieure, c'était très intéressant, car il a dénoncé le prosélytisme des valeurs. Il n'a pas dit ce mot, mais c'est ce que j'explique moi dans mon prochain livre. Le prosélytisme des valeurs, le fait que l'Amérique donnait des leçons de morale, soit par des ONG. Il a cité les ONG universalistes, il a dénoncé l'universalisme occidental, il a dénoncé l'interventionnisme américain, il a dénoncé explicitement les néocons ou les Dems de Clinton à Bush fils qui ont tous deux voulu répandre la démocratie par des interventions militaires qui ont été extrêmement coûteuses. Il s'est même moqué de ses prédécesseurs. En 20 ans de guerre, vous n'avez toujours pas réussi à transformer un pays, à le rendre démocratique. Et ça, c'était très intéressant parce que Donald Trump est accusé d'être un impérialiste, un arrogant américain ultranationaliste qui veut dominer le monde. Mais en fait, il ne veut pas vraiment dominer le monde. Il veut servir ses intérêts, même personnels, quand il demande des Trump Towers, mais il veut aussi faire en sorte que la politique étrangère américaine soit utile pour le peuple américain et aussi, en passant, pour ses propres électeurs. Donc, du coup, la grandeur qu'il recherche pour l'Amérique veut faire des économies, et veut déléguer au maximum à d'autres puissances les gestions des différents conflits. Et si possible, ne même pas gérer des conflits, mais remplacer les conflits par des échanges économiques. Donc sa stratégie peut correspondre à une vision du monde multipolaire, puisqu'il veut que finalement l'Amérique s'occupe de ce qui est strictement nécessaire, mais par contre l'Amérique n'a pas à faire le gendarme dans le monde entier, et l'Amérique peut parfaitement comprendre que certains pays, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, soit un pivot dans son aire, un autre pays, la Russie, soit un pivot dans son aire, avec son jardin, sa garde rapprochée, avec sa zone coussin, comme on dit en géopolitique italienne, ou ses sphères d'influence. Et du coup, ce discours était révolutionnaire parce qu'il dénonce, il remet en question toute l'idéologie globaliste de l'Occident, puisque l'Occident, et ce n'est pas un jugement de valeur, il y a 2 définitions de l'Occident, ce sera ma conclusion sur cette petite introduction. Il y a la définition identitaire de l'Occident, l'Occident judéo-chrétien européen, enraciné, carolingien ou Empire romain, y compris même d'Orient, mais surtout Empire romain d'Occident, puisque l'Occident vient de la partie occidentale de l'Empire romain. Et cet Occident-là, européen, latino-celto-germanique, même s'il est aussi d'influence grecque, christianisé, cet Occident-là, c'est l'Occident identitaire. Quand on parle d'Occident en général, ou même pour reprendre l'expression de Zinoviev, l'ancien dissident soviétique Zinoviev, l'occidentisme, c'est autre chose. L'occidentisme, c'est prendre le mot Occident, d'où vient cette idéologie universaliste, mais la plaquer sur le monde entier. C'est l'idée que l'Occident, avec ses valeurs universalistes, au nom de ses institutions universelles, au nom de ce postulat selon lequel il faut un jour une gouvernance mondiale, qui serait gérée bien sûr par des Américains et des Anglo-Saxons, mais qui serait une gouvernance mondiale. Cette idée, c'est que l'Occident n'est plus un Occident identitaire qui défend les valeurs chrétiennes ou européennes, c'est un Occident monde
McWord, comme dit Benjamin Barber, le grand sociologue américain, un Occident globaliste qui finalement se perd en voulant gérer l'humanité, parce qu'il est expansionniste, c'est une sorte de croisade laïque, séculaire, consumériste, fondée sur la consommation, avec les grandes entreprises, mais aussi une idéologie anti-frontière pour justifier idéologiquement et moralement, mais en réalité, c'est le primat du consumérisme, et le consumérisme a besoin de détruire les frontières entre les hommes. Et ça, ce globalisme-là, selon Huntington, et pas uniquement Trump qu'on prend pour un imbécile, mais aussi selon beaucoup de grands stratèges et de grands historiens et géopolitologues américains, Benjamin Barber, qui lui est de gauche, enfin qui est démocrate, Huntington, qui était plutôt repris par Trump et républicain, mais d'autres encore, ont dénoncé le fait que l'Occident, les pays occidentaux et l'Amérique se sont perdus à vouloir conquérir le monde. Et pour conquérir le monde et justifier leur conquête, ils l'ont masqué derrière un mondialisme, leur conquête politique et leur grande multinationale. Mais du coup, en voulant gérer l'humanité, eh bien, on se perd puisqu'on ne sait même plus défendre son propre précaré. Et c'était le discours de Riyad qui va dans ce sens. Il ne faut pas croire que c'est un type qui tout à coup est vraiment multipolariste, qui est vraiment égalitariste et qui renonce à la puissance américaine. Il a compris que la puissance américaine ne peut pas se permettre de gâcher des milliards et des milliards, mais aussi des hommes et des énergies dans le fait de vouloir redresser les torts sur toute la Terre. Il a compris qu'il faut accepter des modèles différents et qu'on ne peut pas répandre la démocratie, les droits de l'homme et même les valeurs que Trump défend chez lui. Elles ne sont pas forcément à imposer ou à défendre chez les autres. D'où sa volonté et son discours qui a dénoncé le fait que certains ont voulu bâtir la démocratie et répandre des valeurs par la force ou l'interventionnisme ou les pressions ou l'ingérence. Et lui, il a dit bien non, moi je vante le fait que vous, votre modèle saoudien, émirati notamment, puisqu'il parlait surtout de ces deux pays, mais c'est valable aussi pour le Qatar ou le Koweït ou Bahreïn, il dit votre modèle, vous le devez à vous-même et ce n'est pas nous qui sommes venus vous le transmettre, ce n'est pas nous qui avons bâti tous ces immeubles et fait ces réalisations, c'est grâce à votre propre mérite, car chacun doit avoir son mode de développement et sa façon de voir et la gestion politique et la gestion économique dans une logique de chacun son domaine, chacun ses valeurs et chacun ses prébendes. Et en fait, on est tous souverains, chacun est souverain chez lui et on n'a pas à donner des leçons de morale aux autres. Ceci dit, une fois ceci posé, nous allons essayer de décortiquer avec vous les grands passages, les grands points forts de ce discours de Riyad qui résonnera encore longtemps comme le pendant, peut-être encore plus lucide et encore moins globaliste et plus pragmatique du fameux discours du Caire de 2009 de Barack Obama, qui d'ailleurs parfois a certaines similitudes, sauf que lui va beaucoup plus loin dans un multipolarisme décomplexé et dans une logique absolument relativiste où chacun a son propre modèle. That's why my administration has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria for the first time in more than a decade. And I'm very pleased to announce that Secretary Marco Rubio will be meeting with the new Syrian foreign minister in Turkey later this week. And very importantly, after discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince, and also with President Erdogan of Turkey, who called me the other day and asked for a very similar thing, among others, and friends of mine, people that I have a lot of respect for in the Middle East, I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Oh, what I do for the Crown Prince. The sanctions were brutal and crippling and served as an important
really an important function, nevertheless, at the time. But now it's their time to shine. It's their time to shine. We're taking them all off, and they're going to have, I think they're going to have, based on the people and the spirit and everything else that I'm hearing about. So I say good luck, Syria. Show us something very special like they've done, frankly, in Saudi Arabia. Okay, they're going to show us something special. Very good people. Les levées de sanctions sur la Syrie, pour nos auditeurs, rappelons que dans le cadre de la guerre civile syrienne qui oppose à Bachar al-Assad aux rebelles syriens sunnites, islamistes et djihadistes, pro-turcs et pro-qataris, bien entendu, l'Occident était du côté des rebelles, peut-être pas Daesh, mais en tout cas les autres rebelles islamistes. Et l'idée, c'était de faire tomber le régime de Bachar al-Assad avec l'aide du Qatar, des pays du Golfe, de la Turquie qui équipait toutes sortes de mouvements islamistes en Syrie. Et dans ce contexte, pour faire chuter le régime de Bachar al-Assad, soi-disant pour le punir, mais c'était de la haute géopolitique, faire chuter un pays qui avait des bases russes, c'était très important pour l'administration globaliste Obama, qui était encore très atlantiste, donc qui raisonnait en faire perdre à la Russie ses points d'appui et ses bases stratégiques en Méditerranée. Dans ce contexte, la loi César a été adoptée et la loi César avait pour but, et elle a été maintenue et absolument renforcée sous l'administration Biden, l'idée de la loi César, c'était empêcher tout développement de la Syrie par des menaces de punition envers toutes les entreprises et les États qui mettraient leur nez en Syrie et qui participeraient à une reconstruction. Donc ceci a asphyxié totalement la Syrie. Et il est vrai que de deux choses l'une, soit Joulani reste sous sanction, et je ne dis pas que c'est ce que je veux, moi j'ai plutôt écrit en faveur d'un endiguement de Joulani, mais la géopolitique européenne et autant Macron que Trump en ont voulu autrement. L'idée c'est de se dire soit Joulani n'a pas les moyens de lever une vraie armée et de recréer une vraie institution étatique parce que les sanctions maintiennent le pays dans une extrême pauvreté. Et à part la drogue qui était vendue à l'époque sous le régime de Bachar al-Assad, que les Occidentaux empêchent Joulani d'exploiter. C'est d'ailleurs un des frères de Bachar al-Assad qui est parti avec l'armée qui vend le Captagon vers l'Irak. Et bien du coup, l'idée c'est de se dire autant aider Joulani à avoir assez d'argent pour lever une institution qui deviendra plus ou moins quelque chose de stable, et grâce à la supervision du Qatar, des Émirats et surtout de l'Arabie Saoudite, qui ne veut pas laisser au Qatar le monopole du contrôle de Joulani, qui est pourtant un homme qui a été mis en place par le Qatar au niveau argent, et par la Turquie au niveau logistique et stratégique, avec aussi une aide des services secrets anglais, américains et ukrainiens. L'idée c'est, puisqu'il est là, et qu'on n'a rien trouvé d'autre pour l'instant, il a réussi à avoir l'air d'être le primus inter pares des différents groupes de rebelles islamistes qui composent le HTS, le Hayat Tahrir el-Sham, et de l'autre côté l'ANS, l'armée nationale syrienne, qui elle-même a accepté son leadership, alors qu'il y a plus d'hommes du côté de l'armée nationale syrienne pro-turque que du côté du HTS de M. El-Shara, alias Joulani. L'idée donc c'est de lever les sanctions en voyant ce qu'il pourra faire. Je pense que c'est un calcul risqué, puisque l'idée c'est de confier à des djihadistes soi-disant repentis un État ou une gestion d'une administration à la faveur de levées de sanctions et d'accords de business et de perspectives de développement. C'était un peu le calcul de Netanyahou lorsqu'il a accepté que le Qatar finance officiellement et directement l'administration du Hamas à Gaza. On a vu les résultats, donc on ne sait pas si ça marchera. D'ailleurs, Trump est intelligent parce que lorsqu'il justifie la levée des sanctions, dans un contexte où il rappelle que ça lui a été proposé par Erdogan, mais sur demande expresse de son ami, le prince Mohammed Ben Salman, et il dit même je ne peux pas lui refuser, c'est mon ami à qui on pourrait refuser, on ne pourrait pas lui refuser quelque chose comme ça. Il dit on va essayer. Donc il laisse quand même une porte de sortie. Il est capable de dire dans 3 mois s'il y a une guerre civile en Syrie et s'il y a des massacres de masse qui l'éloignent de Joulani, il est capable de dire on a essayé, Joulani n'est pas un type bien, il n'a pas tenu parole. Donc je ne dis pas que je suis d'accord avec Trump, le but c'est pas d'être d'accord ou pas, mais c'est ce que veut Trump, c'est un calcul pragmatique qui veut confier le Moyen-Orient au pôle, le pivot moyen-oriental. Pour lui, son point d'appui c'est l'Arabie Saoudite. Et comme l'Arabie Saoudite, qui au départ était contre Joulani, qui était l'homme du Qatar et des Turcs, comme l'Arabie Saoudite n'a pas voulu laisser Joulani dans les mains des Qataris et des Turcs, il veut récupérer la mise, eh bien l'héritier d'Arabie Saoudite a réussi à convaincre Trump de tenter l'aventure Joulani en disant « je vais le maîtriser » par des séries d'intérêts bien sûr, je vais essayer de le cadrer, de le maîtriser, quitte à ce qu'un jour peut-être il entre en bisbille avec les vrais égorgeurs pas trop modérés qui sont encore autour
de Joulani aujourd'hui. Je pense que cette stratégie peut échouer, mais il va la tenter, et si ça marche, il aura réussi un coup. Alors, c'est vrai qu'en apparence, c'est un coup super de la part de Macron. Moi, j'ai critiqué cette réception de Joulani en France, et je pense qu'il y a une part de naïveté, mais en même temps, nos dirigeants ne sont pas toujours naïfs, ils ont quand même calculé le pour et le contre. J'ai même fait un article dans Valeurs sur pour et le contre, parce qu'il y a des arguments envers les deux. C'est un super coup de la part de Macron, puisqu'il peut même presque dire « c'est moi qui ai commencé cette initiative et Trump m'a suivi ». En réalité, Trump n'a pas décidé de lever les sanctions au moment où il a reçu un coup de fil d'Erdogan et où MBS en Arabie Saoudite le lui a demandé. La diplomatie, ça se prépare longtemps à l'avance, en tout cas des semaines à l'avance. Je pense que c'est presque le contraire. Macron s'est entendu avec les Américains pour être le premier qui adouberait Joulani, qui emboîterait le pas à une demande qui est déjà faite, formulée par les Turcs depuis longtemps. Les Turcs ont déjà dit qu'il voulait lever les sanctions. Et Macron a saisi la balle au bon, intelligent, opportuniste comme il est, sachant saisir la balle au bon et voulant faire oublier tous les problèmes de politique intérieure pour briller au niveau international. Il prend beaucoup d'initiatives en ce moment, que ce soit l'Ukraine, même si ça ne marche pas. Mais en fait, toutes ces gesticulations, la coalition des volontaires, les troupes au sol qu'on devrait envoyer, le fait de ne pas céder, aider l'Ukraine, continuer à aider l'Ukraine, l'ultimatum contre Poutine s'il ne venait pas à Istanbul, le cessez-le-feu sans condition, ça permet à Macron d'apparaître comme le rival des Anglais, même plus churchillien que Starmer. Il a un véritable leadership. Et bien, de même qu'il a fait ça en Ukraine, il voyait bien que l'Amérique se dirigeait vers une levée des sanctions. C'était déjà annoncé. Donc, peut-être qu'il l'a fait en concertation avec Trump, Trump lui disant « vas-y le premier ». Peut-être que tout simplement, sachant que Trump allait vers cette direction, il a saisi la balle au bon, il a fait la mouche qui faisait avancer le coche. C'était très habile de sa part et si ça marche dans les mois et années à venir et si effectivement Joulani devenait une sorte de frère musulman à la Morsi, comme le régime frère musulman après le printemps arabe en Égypte, des espèces d'islamistes plus ou moins respectables qui accepteraient de futures élections, je n'y crois absolument pas, mais on ne peut rien exclure. Peut-être que sous pression, il a tellement d'hommes autour de lui qui sont des agents du MIT turc, les services turcs du MIT, et des agents, en tout cas des correspondants des services secrets anglais et américains, peut-être qu'il est chapeauté, en partie. Mais attention, quand on croit diriger ce genre d'égorgeur modéré, parfois, il vous échappe des mains, tel un savant. Seul l'avenir pourra dire si c'était un bon calcul, mais pour l'instant, c'est un calcul qui n'est pas tout à fait naïf, qui est fondé sur un pragmatisme assez cynique, puisqu'il faut une stabilité en Syrie, et Joulani est l'homme qui coagule autour de lui ceux qui ont fait obstacle à un régime pro-russe en Syrie, même si Poutine n'a pas dit son dernier mot parce que Joulani joue sur plusieurs tableaux et la Russie continue à avoir encore des bases qui n'ont pas été définitivement fermées contrairement à ce qu'on a dit lorsque le régime de Bachar al-Assad a chuté. Tous les atlantistes anti-russes ont dit victoire contre les Russes. Là aussi, Joulani est capable de jouer sur plusieurs tableaux pour garder un minimum de liberté. En ce qui concerne l'UE, elle avait déjà commencé à évoquer la possibilité de lever certaines sanctions avant même que Joulani arrive à Paris. Et déjà, deux pays de l'UE, la France et l'Allemagne, avaient envoyé très très tôt, quelques semaines après l'accession de Joulani au pouvoir, on se rappelle de la ministre allemande d'ailleurs habillée vraiment comme une plouc. C'était assez étonnant, quelqu'un qui représente un ministère habillé aussi d'une manière, comment dirais-je, commune. Et elle avait été assez choquée qu'on ne lui serre pas la main. Tout le monde en avait parlé. Donc ça fait quand même, à peine Joulani est-il arrivé au pouvoir, que déjà des voix européennes ou de pays membres de l'Union européenne, mais également au sein de la Commission de Bruxelles et du département Affaires extérieures, déjà des voix s'élevaient pour dire qu'il fallait un jour ou l'autre, si ce régime évoluait avec certaines garanties, aller vers la levée des sanctions. Donc je pense que Macron a été un leader, un initiateur qui a su paraître être le premier, mais c'était un mouvement de fond, tant aux États-Unis qu'au sein de la Commission de Bruxelles, qu'au sein de l'administration anglaise, allemande et française, mais également italienne, qui a fait part d'un grand pragmatisme. L'Italie avait rétabli les relations diplomatiques avec Bachar al-Assad, parmi les premiers, mais elle a aussi été une des premières à envoyer des représentants en Syrie pour prendre des contacts avec le régime de Joulani. L'Italie de Meloni a été très pragmatique. Donc je pense que Macron, c'est la partie visible, mais c'était une tendance de fond de tous les pays occidentaux, puisque une partie des hommes qui sont avec Joulani aujourd'hui au pouvoir sont des gens qui ont déjà été pris en compte par les services secrets de plusieurs pays occidentaux et turcs,
et qatari, donc le camp pro-occidental, soit pro-OTAN, soit pro-occidental, parce que le Qatar, la Turquie, c'est des pays très liés à l'Occident, mais aussi des services turcs et américains. C'est quelqu'un qui est connu, que nos services connaissent, avec qui il travaille depuis au moins 2019-2020, il est en contact avec eux. C'est d'ailleurs sous pression du Qatar et des anglo-saxons que Joulani a renoncé à l'ancien nom El Nosra, qui était Al-Qaïda en Syrie, pour se rebaptiser avec le nom Cham et ensuite Libération du Cham. 2 fois, il a changé de nom sous conseil des Occidentaux qui déjà, depuis 2018 au moins, comptaient sur lui pour faire une mutation des djihadistes entre guillemets récupérables, c'est-à-dire ceux qui sont plus avec Daesh, récupérer des djihadistes qui pourraient se modérer, même si j'y crois pas. Et Joulani donc est un interlocuteur des pays occidentaux depuis longtemps déjà, depuis au moins 2018-2019. We've ever had in history for military, $1 trillion. And we're getting the greatest missiles, the greatest weapons. And, you know, I hate to do it, but you have to do it because we believe in peace through strength. You have to have the strength, otherwise bad things could happen. But hopefully we'll never have to use any of those weapons. Seems to be an awfully big waste of money if you're never going to use them, but hopefully we'll never have to use them because the destructive power of some of those weapons are like nobody's seen before. I believe it is God's job to sit in judgment, my job to defend America and to promote the fundamental interest of stability, prosperity, and peace. That's what I really want to do. In recent weeks, following repeated attacks on American ships and freedom of navigation in the Red Sea, the United States military launched more than 1,100 strikes on the Houthis in Yemen. As a result, the Houthis agreed to stop. They said, we don't want this anymore. It's the first time you've heard that from them, too. They're tough. They're fighters. But just days ago, we were asked to cease targeting commercial. They were not going to be targeting commercial ships in any way, shape, or form, or anything American. And they were very happy that we stopped. But we had 52 days of thunder and lightning like they've never seen before. Alors, en fait, nous, on appelle libéral ce qui est échange économique libre en Occident, et il l'est. Trump est à fond pour ce libéralisme-là. Mais aux États-Unis, ce qu'on appelle, nous, les libéraux d'Alain Madelin, par exemple, les libéraux économico-politiques, aux États-Unis, on les appelle libertariens, qui ne veut pas dire libéral-libertaire. Chez nous, libéral-libertaire, ça veut dire en gros 68 arts, wokistes et compagnie. Aux États-Unis, le libertarien, c'est Trump, c'est Musk, c'est Vance, ça peut être des ultra-conservateurs. Et donc les termes sont très différents aux États-Unis et en France. Et en ce sens, Trump, on peut dire que c'est un libéral au sens français du terme, mais anti-libéral au sens américain. Il est libertarien au sens américain. Il pense que les échanges sont fondamentaux. Donc quand on lui a fait un mauvais procès, qu'il était contre les échanges économiques, la démondialisation, quand il a parlé des taxes, de la guerre tarifaire, tout le monde savait très bien que c'est sa façon de commencer une négo. Il promet le chaos et ensuite il obtient une petite ristourne quand il veut une ristourne ou une augmentation de taxes quand il veut augmenter les taxes sur des produits. Et on a bien vu ce qu'avait dit Marc Fiorentino, qui lui est un vrai économiste parce qu'il gère des fonds, donc il est obligé de coller au réel, contrairement à plein d'économistes qui mettent de la morale ou de l'idéologie dans l'économie. Marc Fiorentino avait été le premier à dire « Attendez, vous faites toutes les chaînes de télévision occidentales disaient c'est l'horreur, Trump est contre les échanges, c'est la guerre tarifaire, ça va être le protectionnisme partout, donc la guerre, l'inflation, les représailles, la Chine va se venger, on va bloquer le commerce, ça va être le chaos, le chaos. » Marc Fiorentino disait attendez quelques semaines, vous allez voir, même le 145%, en Chine, ça va descendre très très bas par rapport à ça. Et en Europe, on aura maximum du 10%. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on voit bien que c'est un homme des échanges, Trump, qui veut rééquilibrer certains échanges illégaux. Il compte sur les échanges pour éviter la guerre. Et là, il est effectivement un libéral au sens français ou un libertarien au sens américain. Business d'abord. Et l'avantage des businessmen, c'est qu'ils peuvent toujours s'entendre. Regardez, c'est comme les tribunaux. Les tribunaux où vous ne pouvez pas vous entendre, où c'est carrément de l'inquisition, c'est les tribunaux pénaux classiques. Les tribunaux commerciaux, ça n'a rien à voir. Il y a une négo, l'arbitrage. Et ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Un homme qui a la vision du business
trouve toujours une solution. Un exemple, Berlusconi, qui était une sorte de petit Trump italien, même enfin, très milliardaire aussi, il avait fait lo scudo fiscale. Et à chaque fois qu'il retournait au pouvoir, il faisait uno scudo fiscale, c'est-à-dire une sorte de reset fiscal, où il disait les mecs qui sont partis, je ne pourrais pas les faire revenir, donc qu'est-ce que je fais ? Je leur dis qu'ils vont revenir avec seulement 5% de pénalisation. Et les types, ils y gagnent même par rapport à la loi normale. Il faisait revenir des gens comme ça. Voilà. Donc quelqu'un qui a la vision du business préfère toujours un bon arrangement à un mauvais procès. C'est sa façon de voir les relations internationales. Alors c'est pas typique, ça dérange les institutions, les diplomates chevronnés, diplômés qui viennent des écoles diplomatiques classiques. Ça énerve, ça remet en question toute une diplomatie qui est très étatiste, parce que la plupart des diplomates dans beaucoup de pays sont des fonctionnaires qui ont une vision étatique. Ils viennent de l'État, donc c'est quand même des fonctionnaires ou des gens qui travaillent avec des fonctionnaires. Et lui, il a flanqué les diplomates officiels, comme Marco Rubio, il les a flanqués de négociateurs qui viennent du business comme lui, comme Steve Witkoff, comme d'autres. Et c'est pour ça que ça peut marcher. Du côté russe, d'ailleurs, les Russes ont nommé Dmitriev, qui lui-même gère un fonds souverain russe. Et donc l'idée qui a été exprimée à Riyad, c'est que quand on fait des affaires, on peut s'entendre. Il s'est vanté d'ailleurs d'avoir ramené la paix entre le Pakistan et l'Inde en disant les Pakistanais et les Indiens, il aime bien souvent les superlatifs, vont faire des merveilleuses affaires et ils vont vendre des merveilleux produits les uns aux autres qu'ils savent très bien fabriquer. On retrouve finalement une véritable diplomatie transactionnelle. Et là, c'est une expression par contre qui est utilisée par les diplomates et par des spécialistes des relations internationales. Trump, et ça existe déjà avant lui, mais Trump est l'homme qui met en avant une diplomatie transactionnelle fondée sur les affaires, mais aussi sur autre chose. Il n'y a pas que les affaires, ça ne suffit pas. Avec certains coquins, dit-il dans son discours, et là, vous avez vu dans son discours, il y a une partie sur la paix par la force, et on y reviendra. Il montre qu'il n'a jamais autant armé son pays avec un budget de défense de 1000 milliards de dollars, 200 milliards de plus que l'administration précédente. Il rappelle aussi, s'il y en a qui ne veulent pas écouter le discours du pragmatisme, des affaires, de l'enrichissement, de la prospérité grâce aux affaires, on pourra leur botter les fesses. On retrouve la fameuse doctrine du big stick, ou de la carotte et du bâton. Et donc là, il est très traditionnel en fait. Il y a beaucoup de présidents, déjà depuis le 19e siècle, la politique du big stick, ou plutôt la carotte et le bâton. Si vous ne voulez pas de la carotte, vous aurez des coups de bâton. À chaque fois qu'il négocie, il a compris qu'on ne peut négocier que si on a un élément de nuisance. Et il rappelle maintenant qu'il a un dôme d'or, un bouclier antimissile, une garde des étoiles future. Il rappelle qu'il n'a jamais autant armé les États-Unis et il dit même qu'il a des bombes qui n'ont jamais été aussi terribles dans l'histoire que celles qu'il vient d'acquérir et qu'il est prêt à aller au chaos, mais qu'il n'aime pas la guerre, il le dit 3 fois dans son discours, il n'aime pas la guerre, tout ça, il l'utilise parce qu'il veut la paix par la force, mais l'idéal, c'est de ne pas utiliser ses arsenaux militaires et l'idéal, c'est de trouver un terrain d'entente. Et donc, il menace ceux qui ne voudront pas dealer avec lui, il les menace de l'enfer. Et c'est pour ça qu'il raconte à quel point il a fait soumettre les Houthis, qui ont maintenant déclaré qu'ils n'attaqueraient plus les bateaux civils et les containers américains, en disant « j'ai frappé les Houthis si fort qu'ils ont compris qu'il fallait arrêter ». Donc sa diplomatie, c'est à la fois les affaires, ça c'est le côté pas bisounours, mais anti-guerre. Mais attention, si vous ne voulez pas des affaires, on peut vous botter les fesses. The golden age of America, it's the golden age. We see it. We see it with all that money, trillions and trillions of dollars pouring in, hundreds of thousands of jobs coming in with it. And with the help of the people of the Middle East, the people in this room, partners throughout the region, the golden age of the Middle East can proceed right alongside of us. We will work together. We will be together. We will succeed together. We will win together. And we will always be friends. While you have been constructing the world's tallest skyscrapers in Jeddah and Dubai, Tehran's 1979 landmarks are collapsing into rubble and dust. They had it going for a little while under a much different system, but those buildings are largely falling apart, falling down, while you're building some of the world's biggest and most incredible infrastructure projects, buildings, all sorts of things you're building that nobody's ever even seen before. Iran's decades of neglect and mismanagement have left the country plagued by rolling blackouts lasting for hours a day,
all the time you hear about it. While your skill has turned dry deserts into fertile farmland, Iran's leaders have managed to turn green farmland into dry deserts as their corrupt water mafia, it's called it the water mafia, causes droughts and empty riverbeds. They get rich, but they don't let the people have any of it. Alors quand il parle d'âge d'or du Moyen-Orient, c'est très intéressant. Il vante le développement, on l'a déjà dit, merveilleux, parce qu'il aime bien les superlatifs, extraordinaires, les plus grands gratte-ciel du monde, alors que les immeubles s'écroulent en Iran. Des déserts qui ont réussi à amener de l'eau potable pour tout le monde, alors qu'en Iran, qui a beaucoup plus d'eau, le stress hydrique à cause de la corruption, de la mauvaise gestion. Il a comparé un moment l'Iran qui s'écroule et l'Arabie Saoudite qui avait moins de potentiel et qui va beaucoup plus loin, mais l'Arabie Saoudite aussi et tous les pays du Golfe, les monarchies sunnites du Golfe. Et là, c'est intéressant parce que cet âge d'or du Golfe, il montre quand même qu'il n'est pas naïf, contrairement au discours d'Obama de 2009, qui était assez naïf, parce qu'Obama disait « vous avez toujours été merveilleux, votre islam est très modéré ». Trump ne va pas jusqu'à ce genre de flagornerie, il sait très bien que c'est faux. Trump raconte un moment, il ne le dit pas beaucoup, mais il y a une petite phrase qui est très intéressante. Votre âge d'or, vous le devez non pas à tous les leaders depuis toujours, mais vous le devez à votre leader MBS et à son père Salman, mais surtout à MBS, parce que, et il rappelle, je vous avais demandé, quand j'étais déjà à la présidence américaine, il y a plus de 4 ans, je vous avais demandé de renoncer à l'extrémisme et au terrorisme. Et on se rappelle que les voyages qu'avait effectué Trump aux Émirats, au Qatar, au Koweït et en Arabie Saoudite, Trump avait été très très ferme. Maintenant, vous allez coopérer, sinon on ne va pas être amis. Si vous continuez à protéger des terroristes, à ne pas donner les informations, à ne pas avoir de transparence bancaire, à permettre n'importe qui de financer n'importe quoi, on ne va pas être copains. Donc là, en rappelant même très gentiment, comme je vous avais dit, vous avez renoncé à l'extrémisme et au terrorisme, il sous-entend par là que ces pays-là sont un âge d'or s'ils continuent dans le chemin de MBS. Et je vais donner une anecdote à nos auditeurs, parce qu'ils ne le savent peut-être pas, mais c'est absolument révolutionnaire. MBS, Mohammed Ben Salman, a mis en place une loi absolument incroyable que même dans certains pays européens, des jeunes filles ne peuvent pas utiliser. Dans un pays tribal, où une femme ne pouvait pas faire quoi que ce soit sans l'autorisation du frère, du grand-père, de l'oncle ou du père, Ben Salman a permis, tenez-vous bien, à une jeune fille qui a plus de 18 ans, que son père empêcherait de sortir dans une soirée avec ses copines. Eh bien, la fille peut porter plainte contre son père, et le faire emmener au poste de police pour qu'il soit forcé de laisser sa fille, la fille, dans un pays où il y a le culte de la virginité et du contrôle du sexe de la sœur. Imaginez le traumatisme pour ceux qui sont hyper traditionnalistes. On laisse les filles aller se promener le soir sans la police des mœurs qui a été interdite. C'est-à-dire que MBS, il n'est pas vanté par Trump parce que Trump est un naïf qui croit que l'Arabie Saoudite n'a jamais été islamiste. Ça, c'est ce qu'avait dit Obama. Obama avait fait croire qu'il n'y avait aucun problème d'islamisme dans les pays du Golfe. Trump vante le modèle de l'âge d'or économique et même peut-être un jour scientifique, touristique. Il parle du tourisme, il parle du développement de l'Arabie Saoudite et de son côté de plus en plus éclairé, avec ses propres mœurs, mais de plus en plus éclairé, parce que Trump a parfaitement observé que MBS est un révolutionnaire. Ce que fait MBS en rompant des traditions de contrôle des sœurs par les frères, et par les pères, c'est totalement révolutionnaire. Un de mes amis qui connaît bien MBS et qui connaît bien tous les dirigeants d'Arabie Saoudite depuis trentaine d'années, me disait « c'est tellement révolutionnaire qu'il a peur que MBS, l'homme fort de l'Arabie Saoudite, soit tué. Il pense même qu'il est très probable qu'il soit assassiné. » Il s'est mis à dos toute la puissance des Wahhabites. Les Wahhabites, du nom de Abdel Wahhab, qui est en fait un groupe, un clergé, une sorte de tribu de clercs, qui s'est allié avec les Saouds pour créer l'Arabie Saoudite, mais avant, ils étaient déjà alliés avant la création officielle de l'Arabie Saoudite. Et les Wahhabs développent ce qu'on appelle le hanbalisme, c'est la doctrine, ou le salafisme, c'est la 4e école juridique sunnite de l'islam, le hanbalisme, qui est la plus radicale et qui a beaucoup de hadiths. Les hadiths, c'est les sources de la loi qui complètent le Coran. Et MBS est en train de remettre à leur place les imams en leur disant « vous arrêtez d'emmerder les filles et les jeunes, vous autorisez les concerts, vous arrêtez de nous emmerder avec l'interdiction de la musique ou du foot ou toutes vos doctrines salafistes, parce qu'en fait le salafisme vient de Médine, d'Arabie Saoudite, c'est là qu'étaient formés jusqu'à il y a une dizaine d'années les fanatiques qui ont eux-mêmes formé des djihadistes. Ils arrivaient au départ avec la doctrine de Médine, le salafisme hanbalite et wahhabite de Médine. Et donc
Trump, quand il rappelle qu'on a renoncé à l'extrémisme et au terrorisme, c'est presque une façon de dire « continuez dans ce sens ». Je ne vous défendrai pas si vous continuez, comme certains de vos anciens dirigeants, à ne pas coopérer. Je vous soutiens et je dis que vous êtes un super modèle parce que vous avez votre propre valeur, mais vous êtes plutôt dans un chemin de modernité et de réformisme. Donc, si on décrypte comme ça, on comprend mieux quelle est la vision de l'âge d'or de Trump. Et bien sûr, le volet de l'âge d'or, ce qui permet l'âge d'or, c'est les affaires. Et ce qui permet les affaires, c'est la réconciliation israélo-arabe, mais également arabo-iranienne. Il insiste sur deux choses. Commençons par la réconciliation israélo-arabe. Il insiste sur les accords d'Abraham. On y reviendra, si vous voulez, plus tard. And it's crucial for the wider world to note this great transformation has not come from Western interventionists or flying people in beautiful planes giving you lectures on how to live and how to govern your own affairs. No, the gleaming marvels of Riyadh and Abu Dhabi were not created by the so-called nation builders, neocons, or liberal nonprofits like those who spent trillions and trillions of dollars failing to develop Kabul, Baghdad, so many other cities. Instead, the birth of a modern Middle East has been brought by the people of the region themselves, the people that are right here, the people that have lived here all their lives, developing your own sovereign countries, pursuing your own unique visions and charting your own destinies in your own way. It's really incredible what you've done. In the end, the so-called nation builders wrecked far more nations than they built, and the interventionists were intervening in complex societies that they did not even understand themselves. They told you how to do it, but they had no idea how to do it themselves. En fait, ça peut paraître une contradiction de dire vous avez votre propre système de développement, vous êtes souverain, vous vous développez pas grâce à nous ou sur nos conseils, mais parce que c'est votre propre modèle, vous êtes multipolaire. Et moi, Trump, je reconnais le multipolarisme, c'est assez révolutionnaire. Un président américain qui a des propos que pourrait tenir un tiers-mondiste, un multipolariste, un Poutine ou un Xi Jinping. Chacun son modèle de développement économico-moral, idéologique et politique. C'est totalement multipolariste. Ça peut paraître en contradiction avec le fait que finalement, pourquoi il vante les accords d'Abraham et il invite l'Arabie Saoudite très nettement dans le discours à rejoindre les accords d'Abraham. Il dit « vous me feriez un grand plaisir ». C'est comme un mafieux quand il dit « tu me ferais un énorme plaisir si tu me rendais ce service ». C'est quand même une demande qui ressemble à un ultimatum, gentil. Donc ça peut paraître contradictoire. Ça, chacun a son propre système, mais je vous demande instamment, chez vous, dans votre propre capitale, je vous demande de reconnaître les accords d'Abraham, d'y entrer, en fait, pour faire la paix avec Israël, et carrément pour s'asseoir sur la cause palestinienne. C'est quand même beaucoup. Ce que demande Trump aux leaders du pays qui dirige les lieux saints, qui gère les lieux saints de l'islam sunnite, et de l'islam tout court d'ailleurs, c'est une demande très difficile à accepter pour MBS, très très difficile. Sauf si Trump continue à s'éloigner d'Israël, comme certains disent qu'il est en train de le faire. Donc la contradiction n'est que apparente, mais effectivement, ça peut paraître être une contradiction. Moi, je pense plutôt qu'au-delà d'une contradiction, c'est une convergence, c'est une cohabitation de réalités. Je ne pense pas qu'on doit toujours opposer les choses et penser que quelque chose est contradictoire. Il accepte effectivement que l'Arabie Saoudite ait son propre système d'un point de vue démocratique. Que l'Arabie Saoudite ne soit pas une démocratie, ça l'arrange. Et là, c'est pas si contradictoire que ça de dire tu as ton propre modèle, mais quand même, c'est bien que tu te réformes dans le sens de l'émancipation des jeunes, etc. En gros, il dit par là, ton propre modèle autonome, dans lequel je n'irai pas m'immiscer, je ne donnerai pas de leçons de morale, ben c'est un modèle autoritaire. Or, dans les pays musulmans, et c'est là que c'est moins paradoxal que ça n'y paraît, dans les pays musulmans, c'est peut-être regrettable de devoir le dire, c'est peut-être choquant, triste, tout ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Dans les pays musulmans, ceux qui ont voulu moderniser, réformer, libérer les femmes, la jeunesse, séparer le politique du religieux, que ce soit à la manière laïque d'Atatürk ou de Hafez al-Assad en Syrie ou Atatürk en Turquie, que ce soit à la mode de Bahreïn, de l'Arabie Saoudite ou des Émirats, c'est-à-dire de manière
beaucoup moins laïcarde. Ça reste islamique, mais on demande à l'islamisme d'être moins oppressif, de s'occuper juste des discours dans les mosquées et de moins enrégimenter la population. Dans les deux cas, ceux qui ont voulu séparer la charia dans sa vision rigoureuse de la politique, ceux qui ont voulu remettre les imams à leur place, ce sont des autoritaires. Qu'ils soient des dictatures totalitaires comme la Syrie de Bachar al-Assad ou l'Irak de Saddam Hussein, que ça soit une dictature très autoritaire comme Atatürk en Turquie, le kémalisme, ou que ça soit la façon douce, apparemment islamique, mais quand même très anti-islamiste, c'est paradoxal. Les Émirats, l'Arabie Saoudite, ce sont des islamiques, au sens ils sont très musulmans au niveau de ce qu'ils affichent, et la charia règne dans le pays, mais ils sont pour une modération de la charia et ils sont pour une réforme de l'État et une acceptation de plus en plus de liberté pour les femmes et pour les jeunes. Ce n'est pas contre la charia dans leur domaine à eux, dans leur mode à eux, c'est une charia revisitée. Alors ça peut se discuter, un islamiste dur va dire « attendez, c'est pas vrai », mais chacun sa façon de faire. Mais en tout cas, ça va vers le réformisme. Donc Trump, finalement, fait d'une pierre deux coups. Il peut dire « gardez votre modèle », sous-entendu « vous pouvez continuer à réprimer l'opposition, à pendre haut et court des militants chiites radicaux ou des djihadistes ou des gens qui sont gênants pour le pouvoir de MBS. Moi, je m'en fous. En ce sens, je ne suis pas interventionniste. Biden avait critiqué MBS. Vous savez que Biden avait carrément inauguré son mandat en traitant MBS, Mohammed Ben Salman, de criminel. I raised it at the top of the meeting, making it clear what I thought of it at the time and what I think of it now. And it was exactly, I was straightforward and direct in discussing it. I made my view crystal clear. I said very straightforwardly, for an American president to be silent on an issue of human rights, is this inconsistent with who we are and who I am? I'll always stand up for our values. He basically said that he was not personally responsible for it. I indicated I thought he was. He said he was not personally responsible for it, and he took action against those who were responsible. And then I went on to talk more about how that dealing with any opposition to or criticism of the Saudi administration in other countries was viewed as, to me, a violation of human rights. Il avait même dit psychopathe, parce que Ben Salman avait laissé ses services de renseignement massacrer le fameux milliardaire Khashoggi dans l'ambassade saoudienne en Turquie. Tout le monde connaît l'histoire. Il avait été coupé en morceaux par quelqu'un qui écoutait de la musique classique en coupant. Et ensuite, les bouts du corps de Khashoggi avaient été dissous dans l'acide et portés par plusieurs mallettes. C'était absolument atroce. Et la différence entre Biden et Trump, Trump s'en fout. Trump s'en fout que MBS ait pu être à l'origine de l'assassinat de Khashoggi, tandis que Biden, dans sa logique moraliste, peut-être sincère d'ailleurs, démocrate, lui, il ne voulait pas laisser passer cela. En ce sens, M. Trump est multipolariste. Il ne va pas donner des leçons de morale démocratique. Par contre, ça l'arrange quand même si l'Arabie saoudite continue à devenir moderniste, réformiste, à coopérer contre l'islamisme radical. D'ailleurs, il se vante dans le discours de Riyad qu'ensemble, l'Arabie saoudite, en fait, il y avait les Turcs aussi qui ont aidé, parce qu'en échange, les Turcs ont demandé à ce que les Américains abandonnent les Kurdes et le chef de Daesh se trouvait en Syrie. Trump rappelle que sous son premier mandat, c'est en coopération avec les Saoudiens que le chef de Daesh, le calife El-Baghdadi, avait été trouvé dans le nord de la Syrie, puis tué. Donc ça, c'est intéressant de montrer qu'ils rappellent, ensemble, on a lutté contre des djihadistes. Donc en gros, je vous aime bien parce que vous n'êtes plus des djihadistes et parce que vous luttez contre les djihadistes. We'd imposed unprecedented sanctions on Iran and starved the regime of resources to fund terror. They were unable to fund anything because they had no money left. They had no money. But the new administration came in and let them have a lot of money, and you saw what happened. It was not money well spent. And with the historic Abraham Accords that we're so proud of, all the momentum was aimed at peace, and it aimed very successfully. It's been an amazing thing, the Abraham Accords, and it's my fervent hope, wish, and even my dream that Saudi Arabia, a place I have such respect for, especially over the last fairly short period of time, what you've been able to do, but we'll soon be joining the Abraham Accords. I think it'll be a tremendous tribute to your country, and it will be something that's really going to be very important for the future of the Middle East. I took a risk in doing them, and
They've been an absolute bonanza for the countries that have joined. The Biden administration did nothing for 4 years. We would have had it filled out. But it will be a special day in the Middle East with the whole world watching when Saudi Arabia joins us. And you'll be greatly honoring me, and you'll be greatly honoring all of those people that have fought so hard for the Middle East. And I really think it's going to be something special. But you'll do it in your own time, and that's what I want, and that's what you want, and that's the way it's going to be. La suite logique de cet âge d'or qu'il promet pour le Moyen-Orient, avec une invitation express, mais très express quand même, hein, et très insistante à l'Arabie Saoudite de rejoindre les accords d'Abraham. Pour nos auditeurs, les accords d'Abraham, ce sont plusieurs pays arabes, notamment du Golfe, mais aussi autres, comme le Maroc ou autres, qui ont accepté de normaliser leurs relations avec Israël. Et en gros, ils s'assoient un petit peu sur la cause palestinienne, puisque les accords d'Abraham mettent de côté l'histoire de Jérusalem, capitale de l'État palestinien, ça ils y renoncent, et mettent de côté une véritable souveraineté pour la Palestine, que ce soit Gaza ou l'autorité palestinienne, et on promet de la prospérité aux Palestiniens, mais pas vraiment une souveraineté. Et en s'asseyant sur l'État palestinien, finalement, les accords d'Abraham permettent une entente entre Israël et les pays arabes dans le cadre d'un projet de développement, notamment celui du gaz offshore à Gaza, mais aussi du gaz offshore dans toute la Méditerranée et orientale et plusieurs pays arabes, mais également l'énorme projet de développement par le corridor Inde, pays du Golfe, Proche-Orient, Europe. Le fameux corridor Inde, Proche-Orient, Europe, qui est un corridor qui est le rival des routes de la soie chinoises. Donc il y a d'énormes projets politico, géopolitico, économiques et énergétiques. Dans ce contexte, les accords d'Abraham intéressent tout le monde et finalement la cause palestinienne est mise de côté, elle n'est pas très importante. Sauf que pour l'Arabie Saoudite, c'est plus difficile de s'asseoir sur la cause palestinienne, même si c'est le cas de MBS qui s'en fout totalement. Il avait même dit un jour que les Palestiniens cherchent une capitale à 20 km de Jérusalem et c'est pas grave, ce sera pas très loin. Et voilà, qu'ils y renoncent. Donc il s'en fout. Mais il ne peut pas se permettre de rejoindre sans concession les accords d'Abraham parce qu'il apparaîtrait comme un traître en tant que gardien des lieux saints, Haramain, les deux lieux saints de la Mecque et de Médine, hein, qui sont gardés par l'Arabie saoudite. Mais en ce qui concerne l'Iran, là c'est très intéressant, Obama avait fait le JCPOA, le fameux accord de juin 2015 pour normaliser progressivement les relations avec l'Iran et peut-être même un jour lever les sanctions en échange d'une acceptation de raffiner l'uranium à l'extérieur de l'Iran afin de développer un programme nucléaire civil de l'Iran et non pas militaire. Ça, c'était l'accord de 2015 qui n'avait pas été assez dur selon Trump en ce qui concerne la paix par la force, la dissuasion, les représailles et notamment aussi le volet balistique. Donc ces accords avaient du bon, mais selon ces critiques, notamment Trump, ces accords n'étaient pas assez contraignants, n'avaient pas assez dissuadé pour que vraiment l'Iran joue le jeu. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, Trump ramène la couverture à lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'il a dénoncé cet accord JCPOA de 2015 avec l'Iran, eh bien Trump le propose à nouveau, mais d'une autre manière. En attendant, il a ramené des bombardiers, des croisiers, des porte-avions au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Il a montré ses pouvoirs de nuisance. Il a bombardé pendant plusieurs semaines les Houthis, qui sont aujourd'hui le proxy le plus pénible pour les amis des Américains et pour l'Amérique, puisqu'ils bloquent la mer Rouge et donc le canal de Suez. Ça bloque les affaires. Ça ennuie même les Chinois d'ailleurs. Les Chinois ne sont pas contents qu'il y ait des délais plus longs pour exporter, importer. Ça ennuie tout le monde. Et Trump, en tant qu'homme des affaires, il a promis de libérer la mer Rouge du blocage qui est fait par les Houthis, un blocage perpétré par les Houthis. Alors pour nos auditeurs, c'est une milice du nom d'un monsieur qui s'appelait El-Houthi, mais qui est une milice zaïdite. C'est une branche de l'islam chiite qui est assez proche du sunnisme, mais qui fait partie de l'islam chiite et qui n'était pas liée à l'Iran il y a encore 20 ans, presque pas, mais à la faveur de la lutte contre les sunnites, puisque à la faveur du printemps arabe, il y a eu une guerre civile en Yémen, et les groupes chiites zaïdistes de l'ouest du pays se sont emparés de la capitale et ont pris une grande partie, pas la moitié, mais presque du pays, et sont beaucoup plus représentés que jadis. Comme ils n'étaient pas représentés par ceux qui avaient gagné les élections, c'était les frères musulmans qui avaient gagné les élections, non content que les frères musulmans sunnites aient pris la part du gâteau sans leur donner une part assez grosse dans le gâteau du pouvoir, eh bien les zaïdites sont entrés en rébellion
Ils avaient déjà des velléités contre le pouvoir sunnite et s'en est suivi une guerre civile qui n'a pas fléchi, hélas, depuis 2014 avec 500 000 morts. Et depuis les Houthis, eh bien, ils ont trouvé les armes où ils pouvaient. Dans leur guerre civile contre les sunnites, ils les ont trouvées depuis l'Iran. Et de plus en plus, alors qu'ils n'étaient pas un vrai proxy, les Houthis sont devenus un proxy du régime iranien, ou plutôt à moitié proxy. Ils doivent beaucoup à l'Iran qui les surarme et l'Iran les utilise en retour, en échange de les aider. Il leur demande d'exercer un pouvoir de nuisance dans la mer Rouge. Pourquoi ? Parce que le calcul de l'Iran, qui est peut-être pas bon, mais c'est le calcul de l'Iran, si je montre mon pouvoir de nuisance avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec des milices irakiennes chiites, de temps en temps en envoyant des missiles ou des roquettes sur des intérêts israéliens, américains ou occidentaux, ça va les pousser à lever les sanctions en échange d'une pacification. C'est montrer son pouvoir de nuisance. Dans ce contexte, les Houthis continuent à frapper, car l'Iran aimerait bien être réhabilité comme grande puissance régionale, grâce au nucléaire qu'il est sur le point d'avoir. Mais apparemment, Trump ne veut pas s'accommoder d'un pays qui aurait l'arme nucléaire. Donc il prévient l'Iran. C'est très simple, nous avons livré des centaines et des centaines de missiles bunkers transperçants à l'armée israélienne. Mais pour l'instant, nous avons demandé à Israël de ne pas bombarder. Nous ne sommes pas d'accord. Mais Israël peut le faire si on débloque. On leur a donné en tout cas assez de missiles perforants, pénétrants, pour bombarder vos montagnes où vous avez caché des rampes de lancement ou des installations nucléaires pour l'enrichissement de l'uranium. Donc, à vos risques et périls. Mais par contre, si vous acceptez que les inspecteurs aillent vraiment inspecter beaucoup plus que dans l'ancien accord d'Obama de JCPOA, avec une inspection extrêmement poussée, et si vous renoncez totalement à enrichir l'uranium au-delà de 20%, et vous nous permettez même de trouver une négo pour que votre uranium soit enrichi à l'extérieur, afin que le nucléaire civil iranien ne puisse pas déboucher sur un nucléaire militaire, ça c'est le gros du volet. Et bien sûr, si vous abandonnez votre impérialisme régional, si vous cessez de financer le Hezbollah, en gros vous démantelez le Hezbollah et vous arrêtez de financer les Houthis et vos différents proxys et bien sûr le Hamas, et si vous renoncez à votre programme balistique, parce que le nucléaire va avec le balistique, dans ces conditions, on va faire des super affaires et l'Iran redeviendra un grand ami, y compris des Saoudiens qui eux-mêmes, grâce à l'intermédiation chinoise, il y a 2 ans, avaient déjà fait un accord de déconfliction avec l'Iran. Donc même les Saoudiens sont prêts à faire du business avec l'Iran. Tout le monde va faire du business avec tout le monde, ça ira très bien, à condition que l'Iran renonce à son impérialisme régional, qui était bien sûr tourné contre Israël, contre l'Amérique, mais surtout contre l'Arabie saoudite. Donc c'est un package de paix par le business que propose l'Amérique, mais ce qui est très dur à accepter pour l'Iran, c'est la renonciation à l'arme nucléaire, car c'est ce que veut l'Iran, c'est ce que veulent les Iraniens depuis les années 50. Depuis l'époque du système du Shah d'Iran, qui était contre la République islamique et qui pourtant était pro-occidental, même à la fin, même dans les années 70, le Shah d'Iran a toujours voulu que son pays devienne un pays nucléaire militaire. Donc c'est très difficile pour l'Iran qui pensait que le militaire lui donnerait une véritable puissance au-dessus des autres au niveau régional. Ce que demande l'Amérique en échange d'une respectabilisation et du business, de la levée des sanctions, du retour du pétrole et du gaz iranien sur le marché. Ça va pas être facile parce qu'il y aura des concurrents, mais tout cela ce sera possible à condition de définitivement renoncer au programme nucléaire militaire. Et il le dit 3 fois dans le discours, vous ne serez jamais une puissance militaire nucléaire. À ce titre, il y aura une possibilité d'entente avec vous. Vous l'accepterez de gré dans le business et un nouvel accord de levée progressive des sanctions que je veux bien signer avec vous, ou vous l'accepterez de force. Si vous n'acceptez pas ça, eh bien, vous verrez une pluie de fer comme vous n'en avez jamais vu depuis l'existence de la République iranienne. Nous vous bombarderons comme nous avons fait récemment avec les Houthis. Et l'armée américaine, il le répète plein de fois dans son discours, a assez d'armes pour terrifier comme jamais un pays n'aura terrifié quelqu'un d'autre. Est-ce que les Iraniens vont signer, vont céder ? Je ne sais pas. Apparemment, il y a un canal de négociation réel depuis que Trump est arrivé au pouvoir, mais bien sûr qui passe aussi pour que cette négo puisse fonctionner avec l'Iran et également pour convaincre l'Arabie saoudite de rentrer dans l'accord d'Abraham. Vous voyez que les deux sont liés. Pour un deal avec l'Iran et un deal avec l'Arabie saoudite au niveau de l'accord d'Abraham, dans les 2 cas, il faut que l'administration Trump s'éloigne légèrement de Netanyahou, qui est véritablement devenu le paria
pour pratiquement tous les pays du monde. Je ne dis pas que c'est ce que je pense ou pense pas, mais c'est un fait. Et donc on observe, je ne sais pas si c'est durable, je m'en méfie, mais j'ai vu beaucoup de vidéos, d'émissions et de rapports d'experts, enfin de messages exprimés par des experts, qui constateraient un début, non pas de lâchage, mais de différenciation entre Trump et Netanyahou. Il est obligé, sinon le deal avec l'Arabie Saoudite ne marchera pas, même si c'est du théâtre. Même si c'est un faux éloignement, je pense que c'est un faux éloignement. Trump est obligé de faire croire qu'il s'éloigne un peu de Netanyahou, sinon il ne pourra pas obtenir de l'Arabie Saoudite l'entrée dans les accords d'Abraham. Et ce sera très difficile d'obtenir l'entrée de l'Iran dans un accord avec l'Amérique sans que le régime iranien perde totalement la face. Parce que toute l'existence du régime iranien islamiste, la révolution chiite iranienne, islamique, a comme leitmotiv, comme carburant, comme légitimation, la défense de El-Quds, c'est-à-dire Jérusalem, c'est-à-dire la cause palestinienne et la destruction d'Israël. Donc, pour revenir sur cela, Trump est obligé un petit peu de lisser, d'édulcorer un peu ses rapports avec Israël, ce qui expliquerait le léger éloignement ces derniers jours et le fait que Trump ait fait savoir très fort, il l'a bien communiqué, qu'il avait dit pour l'instant à Israël de ne pas attaquer l'Iran. Il est très malin. Ça, c'est pour montrer aux Arabes et aux Iraniens qu'il fait lui aussi quelques pas de leur côté. People of Gaza deserve a much better future, but that will or can not occur as long as their leaders choose to kidnap, torture, and target innocent men, women, and children for political ends. The way those people are treated in Gaza, there's not a place in the world where people are treated so badly. It's horrible. Alors, son calcul en allant en Riyad, c'était pas que de son fait d'ailleurs, mais Ben Salman a accepté, parce que quand il y a ce genre de visite, tout est préparé à l'avance. On sait ce que l'autre va dire, y compris qui dérange. Ben Salman avait demandé expressément à son ami Trump de ne pas aborder le cas israélien et la politique américaine en Israël, qui mettrait trop Ben Salman en porte-à-faux. Voilà pourquoi vous remarquerez dans le discours de Riyad, Israël était assez peu présent et surtout pas, le plan n'a pas été évoqué. Mais le plan de Trump en Israël, c'est assez intelligent d'ailleurs, pour faire réussir les accords d'Abraham et pour ne pas que Ben Salman, l'Arabie Saoudite et d'autres États musulmans subissent l'opprobre comme avant le 7 octobre. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Hamas a commis le 7 octobre. C'était pour faire chapeauter les accords d'Abraham, pour déclencher des représailles israéliennes qui mettent en porte-à-faux les dirigeants musulmans qui ont signé les accords d'Abraham ou qui s'apprêtaient à le faire comme l'Arabie Saoudite pour dire, regardez, Israël génocide le peuple palestinien, vous ne pouvez pas signer. Donc c'est tellement compliqué l'après 7 octobre, les représailles israéliennes ont mis tellement en porte-à-faux un certain nombre de dirigeants arabes ou musulmans par rapport à cela que Trump se devait d'être extrêmement discret. Et surtout, le plan de Trump consiste maintenant à assumer la déportation éventuelle de 1 million de Gazaouites. Alors quand on dit déportation, ramenons les choses à leur juste niveau. Je ne dis pas que c'est bien son plan, parce qu'après on a des commentaires d'auditeurs, c'est horrible, ce type est pro-sioniste. Pas du tout, il ne s'agit pas d'être pro ou anti, on décrit le plan tel qu'il est. Le plan de Trump aujourd'hui, c'est d'assumer de manière américaine le fait que au moins 1 million de Palestiniens de Gaza vont se voir proposer d'immigrer dans un certain nombre de pays qui voudront ou seront sommés de les accueillir avec des perspectives d'emploi. Et un certain nombre de ces pays, notamment le Canada ou l'Irlande, ont des perspectives, ils ont besoin d'immigration, c'est les pays qui font venir beaucoup d'immigrés, etc. L'idée, c'est de favoriser la circulation, le mouvement d'un certain nombre de Palestiniens. Alors, il y en a qui vont être étonnés chez nos auditeurs, parce qu'on a des gens qui croient, à cause de la propagande permanente, mélenchoniste ou de Villepini, etc., il y en a qui croient que tous les Palestiniens veulent absolument rester jusqu'au dernier jour, jusqu'à mourir tous, à Gaza. C'est quand même sous-estimer la capacité humaine de vouloir un avenir meilleur. Il se trouve, je ne dis pas que c'est bien, mais il se trouve que qu'on le veuille ou non, au-delà de ce qu'on a envie de croire ou pas, il y a de nombreux Palestiniens de Gaza qui rêveraient d'amener leurs enfants au Canada, en Irlande, ailleurs, ou même en Jordanie, etc. Et c'est le plan Trump. Permettre à un certain nombre de partir volontairement,
pour revenir peut-être un jour, mais partir volontairement. Deuxièmement, ceux qui restent, laisser Israël, tout en disant que c'est pas très bien. Trump est capable de dire demain, c'est pas beau ce que vous faites. Il avait d'ailleurs dit pour avoir l'électorat arabe, le fameux Muslim and Arab vote, à la fois chrétiens et musulmans, les Libanais, les Palestiniens, les Égyptiens. L'électorat arabe est important aux États-Unis, hein, c'est 7 millions de personnes, 7-8 millions. C'est quand même important dans une élection. Il a eu le vote arabe. Pourquoi Trump? Parce qu'il avait dit, si Netanyahou doit liquider le Hamas, qu'il le fasse très vite, que ça ne dure pas longtemps, sinon moi je vais m'en occuper, je ne le laisserai pas envenimer la situation. Il est très malin. Trump avait déjà montré une petite distance vis-à-vis de Netanyahou. Le mec, il faut qu'il fasse vite fait, bien fait, parce qu'il ne va pas nous mettre dans le chaos et nous entraîner dans cette histoire trop longtemps. Donc ça, c'est le plan Trump. Essayer, ceux qui resteront à Gaza, laisser Israël éliminer le Hamas, quitte à finir le travail, mais on préfère arriver une fois que le travail qui suscite une mauvaise image sera fait par les Israéliens, et une fois que le Hamas est réduit, on va aider les Israéliens à mettre à Gaza une nouvelle direction qui sera fondée sur des anciens de l'OLP et du Fatah qui existent. N'oublions pas, si on se met du point de vue du Fatah et de l'OLP, quand il y a eu les rapports de force, quand le Hamas a gagné les élections, mais aussi qu'il a utilisé la force militaire, il y a eu des règlements de compte pour déloger l'OLP et le Fatah, donc le clan d'Arafat, il y a plein de gens qui ont perdu leur job. Il y a des Gazaouites qui sont contre le Hamas. Le plus grand d'entre eux, il habite aux Émirats, c'est Mohamed Dahlan, qui rêverait d'avoir un destin de leader palestinien. C'était un des anciens bras droits de Yasser Arafat. C'est un Gazaouite. Il amène beaucoup d'argent des Émirats, d'ailleurs, avec les ONG à Gaza. Et il y en a beaucoup des gens comme Mohamed Dahlan qui sont des habitants de Gaza, mais qui sont des anciens nostalgiques de l'OLP, de Yasser Arafat et de l'autorité palestinienne. Pour nos auditeurs, l'autorité palestinienne, c'est les successeurs de Arafat, et c'est les ennemis du Hamas. Donc le plan américano-israélien, c'est remettre à la tête de Gaza une administration gérée par des gens de l'autorité palestinienne, du Fatah, des anciens de l'OLP. Pourquoi pas Mohamed Dahlan un jour, qui va rentrer des Émirats? Il a dit non. Il se fait prier, mais il paraît qu'il n'en pense pas moins. Et il y a aussi des notables. Il faut savoir que dans les pays arabes, ce qui compte, ce sont les tribus. Dans tous les pays arabes, il y a, surtout des pays arabes à partir du Proche-Orient jusqu'au Golfe, il y a des réalités tribales. Ce sont des pays qui ont été très peu colonisés par les Occidentaux. Il n'y a pas eu une administration républicaine comme en Algérie, etc. Et c'était moins poussé qu'un protectorat. La réalité tribale est toujours restée première. Il y a 3 choses qui comptent dans les pays arabes traditionnels. L'armée, ça c'est plus récent, la tribu et la religion. Plus que l'État lui-même, parce que l'armée et les tribus gèrent les États en se partageant le pouvoir. Il y a une force armée, il y a une force tribale et il y a une force religieuse. La force religieuse étant un lien, un liant. Et donc la tribu reste très importante, même en Palestine. Il y a des grands noms de grandes familles tribales qui existent d'ailleurs en Palestine, en Jordanie, en Arabie, qui sont sur plusieurs pays. Et ces grands notables, pendant des siècles, c'est eux qui ont géré Gaza sous l'occupation ottomane ou autre. Et donc ces grands notables, les grandes familles tribales, ils n'ont pas aimé le Hamas. Le Hamas, pour eux, c'était des types qui avaient importé une idéologie des frères musulmans, qui venaient de l'extérieur, qui n'était pas, c'était pas l'islam traditionnel de Gaza et du Proche-Orient. Et ils voudraient revenir à l'équilibre qu'ils ont connu pendant pratiquement un millénaire. Et donc ça, c'est le plan Trump, favoriser le retour d'une gouvernance palestinienne gazaouite, peut-être unifiée d'ailleurs avec l'autorité palestinienne, ça va être compliqué, mais déjà Mahmoud Abbas, quand il a traité les leaders du Hamas de fils de chiens, parce qu'il les a accusés, pourquoi vous ne rendez pas les otages? Il vous reste une trentaine d'otages. Si vous les rendez, apparemment, il y aurait peut-être un arrêt de cette pluie de bombes. Vous êtes fous, vous êtes des fils de chiens finalement. Vous permettez au Hamas de laisser Israël bombarder les enfants de la Palestine. Même le leader de la Palestine, de l'autorité palestinienne, qu'on ne peut pas suspecter d'être un pro-israélien, il l'a dit, ce sont des fils de chiens parce qu'ils laissent faire les bombardements en gardant les otages. Il donne en quelque sorte, et moi c'est ma thèse, le Hamas est le meilleur alibi des plus durs chez Israël. Sans le Hamas, Israël n'aurait pas pu avancer ses pions comme il l'a fait. Donc le plan Trump, il est assez rationnel, il est cynique, il est froid, puisqu'il y a une partie du plan qui consiste à déplacer des gens, une autre partie qui consiste à les acheter carrément, on va acheter des grandes familles. Alors pourquoi c'est possible? Lorsque l'Amérique était en guerre contre Al-Qaïda en Irak, puis Daesh, rappelez-vous, il y a eu la politique du surge. Qu'est-ce qu'était le surge? À la fin de l'ère Bush, grâce au génial général Petraeus, qui avait d'ailleurs repris les techniques de défense contre-insurrectionnelle de l'armée française, il avait lu beaucoup Galula, etc. Le général Petraeus avait dit
il faut un surge. On envoie beaucoup plus d'hommes capables de faire plier l'ennemi, mais la répression n'est jamais suffisante. Pour une bonne contre-insurrection, il faut une inclusion politique et il faut des moyens financiers pour acheter des tribus qui passent dans notre camp, mais en leur donnant des garanties de sécurité, mais aussi des perspectives d'inclusion politique. Il faut un plan après la guerre. Et l'idée, c'est de faire pareil à Gaza. On va retourner des tribus qui s'étaient soumises au Hamas, mais si elles voient qu'elles ont un intérêt et une garantie de sécurité sur des décennies, qu'elle ne va pas être lâchée en route, là, peut-être qu'un certain nombre de personnes vont se retourner. Et l'idée, c'est d'avoir une administration totalement différente à Gaza, de pragmatique. Et là, c'est le volet qui n'est pas satisfaisant pour ceux qui aiment la Palestine d'une manière émotionnelle, je les comprends. Ils vont trouver ça choquant. Mais l'idée, c'est de dire, on va proposer à ces Palestiniens qui collaboreront à une sorte de nouveau surge, comme ça a été fait en Irak à l'époque où ça... Et d'ailleurs, quand le surge a été expérimenté en Irak en 2007, les premiers résultats avaient été trouvés. Il y avait eu une baisse considérable de la rébellion djihadiste contre les Américains, un passage de nombreuses tribus qui sont très... Vous savez, les tribus sont très pragmatiques. Elles sont tantôt avec Daesh, tantôt avec Al-Qaïda, tantôt avec les Américains, tantôt avec des laïcs. C'est Saddam Hussein. C'est selon l'opportunité. C'est le principe d'une tribu. Elle gère sa survie et donc elle est très pragmatique. Eh bien, ce plan va être expérimenté. Ça peut choquer ceux qui sont émotionnellement pour la Palestine, mais aujourd'hui déjà, beaucoup de dirigeants palestiniens de l'OLP, mais aussi des gens comme Mohamed Dahlan, l'homme de Gaza qui est financé par les Émirats, quel est leur plan? C'est de dire qu'on doit arrêter la boucherie. Pour arrêter la boucherie, il ne faut pas donner de prétexte à Israël pour attaquer. Pour ne pas donner des prétextes à Israël pour attaquer, il faut éradiquer chez nous tous ceux qui croient que la solution djihadiste est une voie. Il faut faire taire tous ceux qui pensent que le djihadisme est une voie, car ça n'en est pas une. Ça permet aux partisans du Grand Israël d'avancer leur pion et aux mouvements sionistes religieux de conforter leur position et de grignoter du territoire. Il faut déjà éliminer chez nous le Hamas djihadiste, faire du Hamas un simple mouvement politique frères musulmans, parce qu'on ne pourra pas l'éliminer. On pourra éliminer sa force, mais pas son idéologie. Il va devenir un mouvement d'opposition parmi tant d'autres, et on crée une nouvelle gouvernance à partir de ceux, et c'est ça qui va décevoir nos auditeurs pro-palestiniens, ceux qui accepteront que la future Palestine soit un protectorat. Je sais que c'est horrible à dire, horrible à entendre pour ceux qui ont la Palestine dans le cœur, mais l'idée des dirigeants pragmatiques des tribus palestiniennes, c'est avoir une gouvernance stable, avoir une aide économique, des perspectives de paix, de travail en Israël, en Jordanie ou ailleurs, des levées de blocus pour pouvoir circuler un peu partout. En échange, on ne pourra pas circuler en Jordanie ou en Égypte, qui ont mené le blocus encore plus qu'Israël, si on a des gens du Hamas qui circulent. Donc on éradique le djihadisme. Une fois que la Palestine est devenue pacifiée de ces djihadistes, qui seront vraiment complètement, réduits, les échanges permettront d'avoir de la prospérité, mais cet État palestinien futur qui pourra exister, comme l'a dit Mohamed Dahlan un jour très lucidement et en le regrettant, ce sera un État qui aura une souveraineté limitée. Il ne pourra pas être un État pleinement souverain qui pourrait un jour continuer à menacer Israël à cause des distances. Ce sont des territoires, certes grignotés pour les Palestiniens, mais tellement petits. Même Israël est plus grand que les Palestiniens, mais Israël est un tout petit État. Les distances sont tellement courtes qu'Israël ne peut pas se permettre, au niveau de sa survie, d'avoir à ses portes une armée pleinement souveraine qui puisse avoir tous les missiles qu'elle veut. C'est un peu ce que propose d'ailleurs Poutine pour l'Ukraine. Une Ukraine qui sera libre, réduite de 20% de son territoire, mais qui sera démilitarisée. Ça ne veut pas dire aucune armée, mais elle aura une armée d'autodéfense qui ne pourra pas avoir de missiles pleinement capables d'être un problème de sécurité pour la Russie. Donc c'est ce qu'on appelle la démilitarisation, un peu comme le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Il avait une force de sécurité, il n'avait pas une armée. Voilà, alors je sais que c'est impossible à accepter pour beaucoup de Palestiniens, et c'est là que le plan Trump est malin, ou plutôt très pragmatique. Il dit, vous n'aurez pas le choix. On vous déportera s'il faut, on achètera vos tribus, on fera des pressions maximales, on vous donnera la perspective de prospérité, mais vous devez accepter que Jérusalem ne soit pas votre capitale unique, vous devez accepter l'existence de l'État d'Israël et vous devez accepter d'être un État qui aura une souveraineté limitée avec l'absence de droit d'avoir une véritable armée. Et le plan, finalement, ça va choquer beaucoup de belles âmes, mais l'Arabie Saoudite est déjà prête. L'Arabie Saoudite attend juste la fin
du carnage et des bombardements israéliens à Gaza, qui est en train maintenant d'investir Rafia, le sud, etc. Si dans 6 mois, il y a une accalmie et que les ravitaillements d'aide humanitaire sont permis et que les Palestiniens ne font plus la queue pour être nourris et que ça se passe bien au niveau de la gestion humanitaire et que les bombardements cessent, l'opération de répression termine. À ce titre, l'Arabie saoudite, qui a reçu carrément l'ordre, il faut le dire clairement, d'Obama, de rentrer dans les accords d'Abraham, le fera. Mais elle le fera quand il y aura une accalmie. Elle ne peut pas le faire aujourd'hui. Ce serait trop coûteux en politique interne et externe pour l'image du gardien des lieux saints qu'est Mohammed Ben Salman. Pour conclure sur ce discours, alors on n'a pas parlé du volet économique parce que la presse en a beaucoup parlé, les investissements américains en Arabie saoudite et 6 fois plus les investissements saoudiens en Amérique. D'ailleurs, parfois Trump est quand même un petit peu arrogant quand il se vante que c'est lui qui a obtenu le maximum d'investissements des pays du Golfe. Il est d'ailleurs venu dans le cadre d'un forum d'échange économique, des développements et d'échanges économiques et d'investissements. Donc il n'est pas venu dans n'importe quel contexte, un contexte très business. Donc ça, c'est le premier volet de ce discours de Riyad, qui était dans le cadre d'un forum sur les investissements. L'Arabie saoudite va énormément investir, comme le Qatar et les Émirats, et le Koweït, ils vont tous investir énormément dans l'économie américaine. Trump s'est vanté que ça a déjà apporté plus d'investissements que jamais sous les administrations américaines précédentes. Il dit que c'est 10 à 20 fois plus. Bon, ça, c'est le premier volet. Je laisse nos auditeurs la capacité de juger si c'est crédible ou pas. Les investissements promis ne sont jamais les investissements réels. Mais je pense que les pays du Golfe sont très motivés pour ne pas déplaire à l'oncle Sam. Deuxième volet de ce discours, on en a déjà parlé, ce sera ma conclusion. C'était un discours historique parce que ça soit de la propagande, que ça soit un peu de théâtre ou pas, ce qui compte, c'est que quand même, quand le président américain dénonce toutes les administrations avec lui, alors ça il le fait tout le temps, mais il dénonce le fait même d'avoir voulu imposer ses valeurs, le fait même d'avoir voulu répandre les institutions occidentales par des guerres, en disant que ces guerres ont été totalement inutiles, qu'en 20 ans, ils n'ont rien réussi, que ces guerres étaient des guerres impériales, arrogantes, néoconservatrices. C'est quand même un discours novateur parce que même Obama, qui voulait un reset avec la Russie et un reset avec le monde musulman et un reset avec à la fois le monde arabe et le monde iranien, même Obama, qui était un peu multipolariste, il restait quand même prisonnier de son électorat démocrate et de l'élite des démocrates qui sont globalistes par essence. Il restait un peu globaliste. La preuve, Barack Obama, qu'est-ce qu'il a fait? C'est sa plus grande erreur, car il n'a pas commencé comme ça. Il était multipolariste. Il a beaucoup plus de points communs avec Trump qu'on ne le croit. Mais sous pression de son élite, et notamment de Clinton, Madame Hillary Clinton, et du Deep State et les services américains, et du lobby militaro-industriel et des multinationales, Obama et des ONG démocratiques, Obama a parrainé le printemps arabe. Et le printemps arabe a consisté à démanteler plusieurs régimes, renverser plusieurs régimes arabes, y compris certains qui avaient des bonnes relations avec les États-Unis, comme l'Égypte. Et donc Trump a rappelé que c'était une véritable folie de vouloir répandre la démocratie chez un ennemi, à la limite. On fait d'une pierre deux coups. Mais chez un pays qui a des bonnes relations. La Tunisie, l'Égypte n'avaient pas des mauvaises relations avec l'Amérique d'Obama et avec l'Amérique tout court. Donc Trump, il dit que c'était de la véritable folie. Il ne faut plus faire de révolution de velours. Le message est très bien perçu en Chine et en Russie, puisque le message, c'est quoi? Tant que vous avez des deals avec nous, qu'on peut faire du business ensemble, moi, Trump, je ne ferai jamais une révolution orange. Je ne ferai jamais chez vous une révolution de couleur. Je ne ferai jamais un printemps arabe. Je n'aiderai jamais des ONG qu'il a explicitement critiquées, grassement payées, que lui, d'ailleurs, l'a coupé les vivres. Je n'aiderai jamais une ONG, ou le département d'État, ou l'USAID, ou le Endowment for Democracy, ou Voice of America, ou la NED, la National Endowment for Democracy. Je n'aiderai jamais ces groupes interventionnistes à changer un système de l'intérieur, dès lors que ce système d'un autre pays n'est pas en guerre avec nous. S'il a des intérêts avec nous, on s'en fout qu'il soit communiste, islamiste, qu'il applique la charia, qu'il pende, qu'il crucifie, qu'il lapide, on s'en fout totalement, qu'il tue des opposants comme Khashoggi, ou même demain peut-être Poutine ou Xi Jinping, ils pourront tuer leurs opposants. S'il y a un deal avec nous, on n'ira pas montrer notre nez dans leurs affaires. Et ça, c'est un message que Trump est très malin d'avoir dit à Riyad, mais d'avoir bien publicisé. Ce n'est pas un discours entre quatre yeux. Pareil, la réhabilitation de Joulani, le message est très clair. J'en ai rien à foutre qu'un type ait été un égorgeur
recherché par le renseignement américain, avec une prime sur sa tête. Jolani avait encore une prime sur sa tête il y a quelques jours. L'idée, c'est que moi, Trump, je peux m'entendre avec n'importe qui, même des talibans. Dès lors qu'un type n'a pas de contentieux avec moi, qu'il fait du business avec moi ou qu'il se calme, ou en tout cas qu'il arrête de nous nuire, on reconnaîtra n'importe quel pays s'il n'est pas nuisible pour les intérêts et pour l'objectif de America Great Again. Et donc, ça rassure Xi Jinping, ça rassure le dictateur de Nord-Corée, ça rassure Poutine. Ça veut dire que moi, je ne ferai pas d'ingérence. Je ne menacerai pas vos pouvoirs, que vous soyez des démocrates illibéraux, des démocratures, des régimes autoritaires ou même des régimes dictatoriaux, voire même totalitaires. Je n'irai pas mettre le nez dans vos affaires. Et là, en ce sens, même si c'est bien sûr du théâtre, même si ce n'est pas forcément tout à fait sincère, même si c'est pour séduire, c'est un discours totalement novateur qui, pour la première fois, fait converger la diplomatie américaine, qui était jusqu'à très peu unilatéraliste, globaliste et interventionniste, ça fait converger l'Amérique avec le monde multipolaire, ou plutôt avec les pays qui ont une requête de monde multipolaire. Et le monde multipolaire, qu'est-ce que c'est? Non-ingérence, ça ne veut pas dire qu'on n'attaque pas son voisin, mais non-ingérence entre pivot et grande puissance, et chaque pays pivot, ou chaque pays qui maîtrise une zone d'influence, chaque pays qui se voit arroger ou qui a revendiqué une zone d'influence, il fait ce qu'il veut chez lui et dans sa zone d'influence. Et les autres pôles, le plus grand et les pôles moyens, ne doivent pas faire d'interférence dans les zones d'influence des autres pôles. C'est totalement le monde multipolaire et en ce sens, on peut dire que Donald Trump est un multipolariste.